que l'idée, aujourd'hui, on va parler en fait des urgences respiratoires. Les urgences respiratoires, c'est vaste. C'est vaste. Mais je vais essayer moi, je compacte parce que je me dis, l'idée, c'est surtout qu'on échange. Je vais faire des petites présentations et en fonction des questions, des échanges, on pourra éventuellement développer plus. Donc, on va débuter. Alors, le cas clinique, on dit c'est un homme aux urgences, on reçoit un homme qui a 68 ans. Il vient pour une dyspnée qui évolue depuis une semaine, majorée depuis le matin. Et il ne peut même plus fumer. Ça, c'est la précision que son épouse donne. Parce que c'est un monsieur qui ne veut pas s'arrêter de fumer. Mais il n'a pas réussi à fumer depuis le matin. Quand vous le voyez, il a une dyspnée de repos et une majoration d'une toux qui est non productive. Il tousse habituellement, mais là, elle est beaucoup plus accentuée. Il a une douleur basique-thoracique droite depuis une semaine. Quand vous voyez déjà une présentation clinique comme ça, est-ce que selon vous, ça vous fait penser à des choses avant de lire les antécédents du patient? Oui. À quoi tu penses, Par Kevin? exemple, Kevin, oui, allez-y. Ah, c'est Ismaël qui a parlé. Je n'ai pas regardé l'écran. C'est pour ça que j'ai resté. Ah Oui, oui, Ismaël, oui. dis-moi. 68 ans, déjà fumeur, je pense qu'il y a une notion, éventuellement, peut-être qu'il est BPCO. OK. Les éléments Et qui te font penser, c'est l'âge et le fait qu'il soit fumeur. c'est oui, le fait qu'il a l'âge aussi 68 et le fait qu'il est fumeur, on pense Mhm. éventuellement à une BPCO. OK. D'après ça. Il y a d'autres éléments que tu peux ajouter à ça. Le fait qu'il ait une toux chronique, tu vois. Les BPCO ont très souvent une toux. On dit avant, c'était ça, parmi les critères de diagnostic de BPCO, il y avait cette toux qui venait au moins 3 mois par an. Il a une toux qui venait très souvent, qui pouvait être saisonnière, mais très souvent, ils avaient une toux qui était exacerbée en fonction de la saison et qui persistait sur l'année. Et pardon, juste la toux du BPCO, c'est une toux sèche ou productive? Elle paraît productive, mais très souvent, elle ne produit pas. Ok, Quand elle devient productive, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle soit une exacerbation, soit une surinfection. Mais c'est vrai qu'elle est bruyante. hmm. Voilà. J'ai quelques éléments dont vous pourrez profiter. Je n'ai pas pu partager ça totalement, mais vous pourrez en profiter. Je vais peut-être vous partager ça sur l'écran. Donc, sans tes antécédents, il a un tabagisme actif, environ 60 paquets année, un asthme avec une dyspnée d'effort depuis 10 ans, une HTA non traitée, une cure de inguinale il y a 10 jours. C'est constante à l'arrivée, il a 16,8 de tension artérielle, une fréquence cardiaque à 110 battements par minute, une saturation pulsée en oxygène à 85% en air ambiant, une fréquence respiratoire à 36 par minute, une température à 37 degrés 9 et une glycémie à 8 millimoles par litre. Voyant ce tableau clinique, qu'est-ce qui peut vous alarmer? HGT, pardon, juste HGT, c'est quoi? C'est l'hémoglobine, c'est la capillaire, c'est la glycémie capillaire. Ils notent ça toujours comme ça, je ne sais pas Ah, ok, pourquoi. J'ai ok. oublié de changer ça, mais mettre en millimètres. Bon, je pense que un, il est tachycarde, deux, il désature et il est polypnéique. OK. Ça, c'est déjà des éléments qui font qu'il faut s'inquiéter. La Et température, elle est encore gérable. oui, il est subfébrile. Je pense que il y a à calculer le score, le quick SOFA, je pense. Le quick SOFA, ici, c'est une chose. Mais pour ça, il te faut un syndrome infectieux. Là, ton syndrome infectieux, les seuls critères de ton syndrome infectieux sont lesquels?
Il n'est pas Ah, fébrile, il est oui, il n'est subfébrile. pas vraiment fébrile, Il ouais. n'est même pas confus. On n'a pas une notion de confusion, hein. Voilà, tu vois, il n'est pas confus. Il a certes une fréquence cardiaque élevée, mais sa tension est encore correcte. Donc, si tu vas sur le Quick Sofa, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Ok. Par contre, ici, vu qu'il tousse et autres, tu peux te dire, ah, il peut avoir une infection pulmonaire. Et quand on a une infection pulmonaire, parce que tu as les éléments, il est subfébrile, il tousse, il a une douleur basithoracique, il désature, ça peut être une Pardon, infection. pardon, je voulais pas dire le Kixofa, je parlais plutôt du curb. Du cœur 65, tu Voilà, vois. curb 65. Ouais. Je me T'as suis, vu? je suis emmêlé les pinceaux. Ouais. C'est souvent les thèmes comme ça qui font on se trompe, Hmm. tu vois. C'est pour ça que tu dois, ça, c'est systématique. Tu as déjà l'âge, dans le cube 65, tu vois, l'âge, c'est le premier critère, il a plus de 65 ans. Maintenant, tu dois chercher les autres éléments. Tu vois, tu te dis, est-ce que sur le cube 65, je pense, ça peut être une infection grave ou pas, est-ce que je dois l'hospitaliser? Tu vois. Voilà. Bon, je n'ai pas fait la systématique avec mes questions, mais bon, où est-ce Quoi que qu'on j'étais? on en est pas là encore. On n'a pas. Il nous faut le curb. On a la respiration, je pense. Mhm. L'urée, on l'a pas, logiquement. Mm. Bon, j'ai oublié, il faudrait que je revoie. Euh, Alors, dans ce que nous avons là, on nous dit quels éléments cliniques vous manque-t-il pour apprécier la sévérité du tableau? Selon vous, qu'est-ce qui nous manque? Moi, je dirais les signes de détresse respiratoire. Pour toi, les signes de détresse respiratoire, c'est quoi? C'est vrai qu'on a une dyspnée, une tachypnée, mais j'aurais cherché les signes de lutte, par exemple. Très bien. Donne-moi 2 secondes. Le téléphone de mon frère. Je pense que le Glasgow aussi. Ouais. D'accord. Tu veux chercher des signes de détresse respiratoire aiguë. OK. Est-ce que tu es d'accord? Je pense que il faudra aussi la conscience, le Glasgow, et l'examen clinique éventuellement, tout ce qui a des œdèmes du membre inférieur. Je sais pas, après, auscultation, si une HTA non traitée, Il pourrait a une avoir. HPI. Oui, mais elle n'est pas encore un grade inquiétant. Oui, les signes de détresse respiratoire sont à rechercher chez lui. Est-ce qu'il présente des signes de détresse respiratoire aiguë, comme il l'a dit, pour être certain que on n'est pas dans une présentation clinique grave? Mais est-ce que c'est tout? Parce qu'on dit quel élément? Parfois, c'est un seul. On dit que c'est un élément. D'autres peuvent dire des signes d'hypoperfusion périphérique. Ou alors, je ne sais pas, ils vont dire des marbrures ou autre chose. Ouais, les signes de choc. Ah, c'est aussi une option, des signes de choc. Oui. En fait, ici, la question est vaste. Mais si on veut rester sur le plan respiratoire, on a déjà la fréquence respiratoire, il a 30 cycles par minute. Ça, ça montre déjà que il peut être grave. On a la saturation en oxygène qui est basse, qui montre qu'il peut être grave. Donc, pour nous, c'est éventuellement voir s'il y a un retentissement maintenant sur
Sa circulation, en gros. Moi, je serais partant comme vous, je dirais facilement un signe de choc. Ça peut être ça, hein, comme ça peut ne pas être ça. Mais pour voir s'il est grave, c'est ça, c'est éventuellement voir s'il y a des signes d'hypoxie. Oui. Surtout en périphérie, moi, je chercherais des signes d'hypoxie périphérique pour être certain. Et ça pourrait être aussi éventuellement une crise d'asthme aussi. Parce qu'il est asthmatique, le monsieur. Oui. Est-ce qu'il arrive à Monsieur, parler? Est-ce qu'il arrive à s'allonger? Voilà. on va revenir sur les critères de sévérité de l'asthme, mais la dyspnée en général, un des éléments importants, c'est si on arrive à faire des phrases complètes, oui. C'est la fréquence respiratoire, oui. C'est la saturation en oxygène, oui. C'est les signes d'hypoperfusion périphérique, comme je disais, d'hypoxie, et les signes d'hypercapnie. Ouais. Parce que tu peux avoir une dyspnée non fébrile. Maintenant, c'est pour ça que la deuxième question qui suit, c'est quel signe d'hypercapnie recherchez-vous? Tu vois? Parce que ça fait partie des critères de gravité d'une dyspnée. Donc, on finit par tomber sur la deuxième question. Quels sont les signes d'hypercapnie en général? En général, on a l'hypertension artérielle, qui est là déjà. On a l'astérixie, les sueurs profuses. L'astériciste, c'est l'hypercapnie ou l'hypoxie? Moi, je mettrais Hypercapnie. ça dans l'hypercapnie. OK. Et altération de la conscience. Oui, ça, c'est déjà au bout. Ouais. Mais avant tout ça, avant d'arriver là-bas, est-ce qu'Ismaël, tu as des idées? Comme il a dit, sueur. Les sueurs. La sueur, c'est très parlant. Céphalée aussi. Oui. L'agitation. Ouais. Quand le patient commence avant qu'il ne perde complètement conscience, il commence par être agité, puis omnubilé, puis entre dans le coma. Donc, il commence à être agité. Vous lui mettez même le masque, il enlève, parce qu'il a l'impression que tout l'étouffe. Ça fait Ouais. partie aussi des signes d'hypercapnie. La cyanose des extrémités, signe d'hypoxie surtout, d'hypoxémie, donc d'hypoperfusion périphérique, mais qui arrive aussi dans les cas d'hypercapnie. Parce que le gaz carbonique est un compétiteur. Donc, quand vous voyez, quand vous avez tout ça, ça permet que vous puissiez déterminer si le patient mérite d'être admis soit dans une salle de consultation classique, soit dans une SAUV. Est-ce que vous connaissez la définition de SAUV? Non, moi, je connais pas. Ismaël? Sauve. Parce que très souvent, on dit SAUV ou des chocs. Mais les gens, on a piégé les gens l'année dernière en disant définissez mais ou pas. Souvent, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'est. Pourtant, nous, on trouve que c'est banal. Je trouve banal parce que quand je suis arrivé, c'est le truc comme ça que j'ai commencé à lire parce que je ne connaissais rien du système français. Donc, pour moi, quand je lisais, on disait tel chômeur et pas tel, ça veut dire quoi? Que signifie sauve, Ismaël? Pourtant, dans sa définition, c'est simple. Salle d'accueil des urgences vitales. Ouais, ok. C'est ça qui veut dire admission de sauve. Les salles scopées, là où on met le patient, le scope, on met surveillance, monitoring, cardio, respiratoire, saturation, tout ça là. C'est salle d'accueil des urgences vitales. D'accord? Ouais. Et finalement, Kevin, tu as pu trouver ce que c'est que le myopathe? Je m'en parle à Kevin parce que lui dit qu'il cherche une place de FFI. Donc, je pense qu'il n'est pas encore dans le système. Par contre, il devrait déjà connaître vu qu'il ne veut pas le concours.
Tu as vu les épreuves de l'année dernière? Allô? Oui. Oui, je Tu as, crois bien sûr. tu as trouvé la définition de méopa? Oui, oui, oui. D'accord. Mélange, oui. Mélange équilibre le protoxyde d'azote. Voilà. Parce que beaucoup de gens, ils utilisent le terme Calinox parce que c'est la marque la plus répandue sur le marché, ou méopa. Mais normalement, méopa, ça veut dire ça. Il faut que tu connaisses. D'accord. Voilà les signes d'hypercapnie qu'on a recherchés. C'est pour savoir en fait comment orienter notre patient. D'accord? Pour savoir est-ce qu'on réagit vite, est-ce qu'on peut encore temporiser en faisant telle ou telle chose. Quel est le premier acte thérapeutique que vous faites? Allô? Euh, Moi, j'ai eu un petit problème sur cette question. Oui. Mais bon, Pourquoi? la réponse que moi je pourrais donner, c'est l'oxygénothérapie. En urgence, j'avais une cible entre 88 à 92%. D'accord. En fait, Ismaël, qu'est-ce que tu penses? Oui, il faut rassurer le patient, l'installer dans une atmosphère, enfin, dans la salle d'accueil d'urgence vitale, comme vous avez dit, monitorage, scopé cardiaque, saturation, tension et oxygénothérapie aussi. OK. L'oxygénothérapie est importante. Mais est-ce que c'est ce qui va améliorer sur le plan de la respiration? Parce que vous dites, je le vois, il a l'air assez grave. Il présente des signes d'hypercapnie, je ne pense pas. Il n'y a pas, là, il n'y a pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu peux l'oxygéner, mais tu peux profiter de l'oxygénation pour passer une thérapeutique autre, pour gagner en temps, pour faire ce qu'on appelle un double effet. Je dis, normalement, l'aérosol thérapie, c'est-à-dire l'administration de bêta-2 l'aide mimétique adrénergique. et, et très souvent d'anticholinergique, permet aux patients BPCO ou asthmatiques de réduire la réaction pulmonaire qu'il a, pour lui permettre de mieux respirer. On le fait souvent sous air. Mais quand le patient demande de l'oxygène, on peut le faire sous oxygène. Oui, Le truc, c'est qu'il faut savoir jongler entre oxygène et aérosothérapie parce que très souvent, pour les nébulisations, il faut un minimum de 6 litres d'air. Il faut à peu près 6 litres. Donc, est-ce que c'est que le BPC aura forcément besoin de ces 6 litres? Pas forcément. Donc oui, la première action thérapeutique, ça peut être l'oxygénation, ça c'est vrai. Mais l'oxygénation ne va pas l'aider à se sentir mieux rapidement. L'aérosothérapie peut l'aider. L'administration de bêta-2-mimétique peut l'aider sous l'oxygène. Ça permet de faire d'une pierre deux coups. Donc parfois, on met l'oxygène en lunettes et on met les aérosols par-dessus. Comme parfois, on peut mettre directement la chambre d'inhalation branchée sur l'oxygène. Parce qu'il arrive même qu'on mette aussi les bêta-2 mimétiques sur les VNI ou même sur les respirateurs lorsque tu fais une intubation. Hein, vous le savez. Oui. Donc, il faut considérer que c'est la première chose. En fait, pour moi, c'est ce qui pourrait l'améliorer le plus vite. Ok, en fait, moi, ma petite préoccupation, c'était quand on dit quelle est l'acte thérapeutique faites-vous, quelle thérapeutique faites-vous, en fait, c'est le traitement d'urgence qu'on demande.
Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est tout ce qui sera comme Cela, Ismaël. on dit quel acte thérapeutique faites-vous en premier? Oui, Tout à l'heure, Ismaël il a parlé on appelle la ça mise quoi? en condition. La mise en condition du patient. Oui, Ça, c'est très bien, parce qu'il faut être systématique dans la ok. mise en condition. Mais n'oublions pas que la question, elle est bien ponctuelle. Quel acte faites-vous en premier? Ici, on n'a pas dit quelle est votre prise en charge. On a bien précisé la thérapeutique. Ouais. L'oxygénation, c'est une thérapeutique, hein, il faut le comprendre. Oui, Donc, je l'accepte. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais je dis, dans la logique, est-ce que l'oxygénation va suffire seule à faire que le patient se sente mieux? Parfois, vu qu'on ne sait même pas que le patient est BPCO, il y a de fortes chances qu'on le mette sous 6 litres, sous 7, 8 litres d'oxygène pour essayer de le faire vite monter, n'est-ce pas? oui, C'est pour ça que je dis, moi, je pencherais vers les bêta-2 mimétiques parce que le patient, éventuellement, l'auscultation va nous aider à savoir s'il est sibylle ou s'il a des choses, tu vois. Mais au vu de ses antécédents et au vu de la présentation clinique, parce que le monsieur, il est asthmatique de base, je me pars sur cette base que ça peut l'aider de prime abord. ok. Avec comme objectif, il faut considérer que l'objectif de saturation des BPCO, on peut aller jusqu'à 94% sans les excéder. 92, c'est l'idéal. 94, c'est le maximum. Il varie entre 88 et 94. Quel examen thérapeutique, quel examen complémentaire réalisez-vous? Ça, c'est au pluriel. Donc, vous avez la main mise. Ismaël, tu as la liberté de champ. Dis-moi ce que tu fais. Par degré de pertinence, si tu expliques chaque examen, pourquoi tu le fais, ça montre que tu sais ce que tu fais. Oui, je dirais faire un bilan biologique D'accord? Qui comprendra. qui comprendra la gazométrie, la formule numération plaquettaire, une CRP, un bilan enfin ionogramme, CRP, urée, créa. Il y a une douleur thoracique aussi. Là, toujours les dédimères posent problème aux urgences parce qu'ils peuvent être positifs partout. Un BPCO peut très bien avoir des dédimères positifs sans avoir d'embolie pulmonaire. N'oublions pas que le patient vient d'être opéré d'une cure de hernie inguinale il y a 10 jours. Ah oui, ça sera positif alors, peut-être. Ouais. Donc, gazométrie, formule, CRP, ionogramme, urée, créate. D'accord. La Troponine aussi, gazométrie artérielle ou veineuse? artérielle. D'accord. Selon les recommandations, c'est encore ça. Mais c'est en train de se discuter. De plus en plus, les gens préfèrent faire la veineuse pour, et ça s'interprète aussi assez bien. Par contre, les réanimateurs, ils aiment bien toujours la gazométrie artérielle parce qu'eux, ils ont les cathéters centraux qu'ils posent. Donc, c'est plus facile. Parce que piquer un patient à chaque fois dans son artère, c'est dégueulasse. Mais, oui, la numération formule sanguine, on recherche une infection, hyperleucocytose, une CRP, d'accord. Pourquoi pas une PCT? Pas d'emblée une PCT, je pense, parce qu'il faut avoir. Bon, après, je sais pas. Mais une PCT d'emblée, je pense pas. Il faudra d'abord faire. D'après les recommandations, au niveau sus-diaphragmatique, la PCT a montré une meilleure sensibilité que la CRP. Tout organe au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire pulmonaire, méningée, patati patata, la PCT est beaucoup plus sensible. Il faut mettre ça dans le coin de sa tête. C'est vrai que les bonnes pratiques disent de ne pas faire les deux en même temps. Non, La pardon, PCT, oui. la PCT est beaucoup plus sensible que la CRP. Surtout pour toute infection qui est, comme je dis, sus-diaphragmatique, au-dessus du diaphragme. Mais je pense qu'il faut faire la PCT quand on a déjà une CRP positive. Parce que la PCT, généralement, je pense, c'est dû à une surinfection bactérienne, surtout. Oui, mais la CRP est moins spécifique que la PCT. Et comme je disais, la PCT est plus sensible et plus précoce que la CRP.
On Juste peut une faire, question. dis-moi. Est-ce qu'on peut avoir une PCT dans les plafonds alors Et une qu'on a une CRP négative. CRP qui est froide? Ouais, c'est déjà arrivé. La CRP s'élève à partir, on dit souvent, au moins 3 à 4 heures après les premiers signes d'infection. Il arrive que parfois, un patient arrive aux urgences, tu fais un bilan, il n'a rien. Mais le lendemain, il refait le même bilan, il a 120 de CRP. Ça arrive, hein? Je t'invite à aller lire dessus. Ce n'est pas forcément que ça va changer ta pratique, mais c'est pour la connaissance. Oui, oui, bien sûr. Oui. La CRP, la PCT est un peu plus sensible que la CRP. Et lorsque on veut être précoce, très souvent, la PCT est beaucoup plus précoce. Parce que je suis tombé sur des cas où j'avais aux urgences 200 de CRP avec une PCT négative. C'est tout à fait possible aussi. La PCT, je dis bien, est-ce que dans ce cas, tu élimines formellement une infection bactérienne? Je n'élimine pas une surinfection bactérienne. Par contre, je tape pas trop fort côté antibiothérapie. Par contre, l'antibiothérapie n'est pas forcément liée à la... Tu peux avoir 3 chiffres de CRP sans que ce ne soit plus grave que quelqu'un. Ça dépend du... J'ai déjà vu quelqu'un qui était en état de choc septique alors qu'il avait un CRP à 50. Mhm. Ça varie. C'est surtout la présentation clinique qui te permet de déterminer, tu vois. C'est vrai que les chiffres nous alarment. Ça, il faut être clair. Sur la majorité des cas, plus les chiffres sont élevés, plus c'est... Mais il y a aussi des personnes qui ont des gros CRP sans forcément être dégradées cliniquement. Ils vont mériter une surveillance, mais pas forcément le plus gros, le plus lourd des antibiotiques, tu vois. C'est pour ça que je dis, là, il faut tenir compte que la CRP, tu peux avoir une CRP négative, positive du moins, c'est une PCT négative, mais tu vas voir, c'est très souvent des infections abdominales, des infections des érysipèles, comme ça, des trucs comme des membres inférieurs. Très souvent, tu as des choses comme ça. Mais quand tu vas voir, quand tu as suspecté un syndrome méningé sur un patient, tu verras que on va te demander une PCT. Parce que la PCT est beaucoup plus sensible que la CRP au niveau des méninges. Tu vois? Ouais. Et la même chose au niveau pulmonaire. Mais bon, c'est des choses j'ai lu, hein, tu peux lire dessus. Je vais voir si je retrouve ça. Je pourrais vous partager Ouais. ça éventuellement. D'accord? Ouais, je le vois. Ouais. Mais ça peut arriver. OK? On dit l'autre. Donc, on est parti, on a fait la gazo, on a fait tout. Tu n'as pas parlé d'imagerie. Ouais. Kevin, on ferait quelle imagerie selon toi? Une radiographie du thorax. Très Dans le bien, portrait des observations, on peut chercher les signes d'une pneumonie. très bien, Et un ECG. très bien. Par contre, mettez de plus en plus dans votre pratique actuelle ou dans vos réponses une Ouais. échographie. L'échographie clinique fait partie désormais de votre examen clinique, même pas paraclinique. Parce que là, ils vont bientôt intégrer ça. J'ai j'ai côtoyé quelques personnes de la Société française de médecine d'urgence et comme j'ai fait le DU dessus, parce que de plus en plus, vous verrez, aux urgences, on fait rapidement l'écho. C'est l'urgentiste lui-même qui fait son écho cardiaque, écho pulmonaire pour chercher les grosses aberrations. L'écho pulmonaire est beaucoup plus sensible que la radio. On a fait une étude là dans notre service récemment. Bon, on ne l'a pas publié, mais c'était de façon dans le service, juste même pas de façon, pas une thèse. On s'est rendu compte que un patient qui venait pour tout dyspnée, un truc comme ça, on fait une échographie, on voit des signes. L'échographie est nettement en avance sur la radio. On fait une radio, on ne dit pas de foyer. À l'écho, je te montre le foyer et l'épanchement pleural. Alors que la radio ne te dit rien. Donc, l'échographie clinique est devenue vraiment un élément important. Ça permet de trouver des foyers de condensation pulmonaire, ça permet de trouver des pneumothorax, des pleurésies, alors très facilement. Ça permet de trouver des signes de surcharge qui te font penser à une insuffisance cardiaque ou un OAP. C'est facile avec l'écho. Très facile.
Et de plus en plus, on prend de l'avance avec ça. Donc, mettez ça quelque part dans un coin de votre tête pour qu'on sache que vous êtes en train de vous mettre à jour. Ouais. OK. Donc, ici, donc, on fera une échographie cardiaque et une échographie pulmonaire, c'est ça? L'échographie cardiaque, ici, non. Nous ne sommes pas habilités à faire une vraie écho cardiaque. Ok, Mais ici, on ferait une écho pleurale. ok. Une écho pleurale pour rechercher un foyer de condensation ou alors des lignes B qui seraient en faveur d'un signe de surcharge ou même d'infection, tu vois. C'est des trucs qui permettent de dire que oui, tu sais ce que tu cherches. Comme il a une douleur basique thoracique droite, tu t'en vas faire l'échographie là-bas, tu vas te rendre compte que tu peux trouver un foyer de condensation ou une hépatisation du poumon qui est en faveur d'un foyer infectieux. Tu compares avec l'autre, tu verras que de l'autre côté, tu n'as peut-être pas les mêmes images. Quand tu vois un aspect de foie au niveau pulmonaire, ce n'est pas logique. C'est ce qu'on appelle une hépatisation. Donc, ça, c'est des signes d'infection. Bon, ainsi de suite. Quand tu vas trouver des lignes B, bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est compliqué. Ça, ce sera des détails qu'on va faire dans autre chose. D'accord? Ok. Mais c'est pour simplement dire que vous êtes en train de vous mettre à jour sur le truc. Cinquième question. Interpréter les gaz du sang. Kevin, Ouais. les gaz. Alors, On n'a pas on voit pas comment dire, lactate. le résultat des gaz, hein. Ah bon? Oui, sur le cas clinique, on n'a rien. 5. On Et enfin, n'a pas les Interpréter les chiffres. gaz du sang. Oui, mais les chiffres, on les a pas. Ça s'affiche pas sur l'écran. Ah bon? Oui. Bon, je vais vous repartager le truc parce que ça a dû couper. Mais sinon, c'est. Je vous l'ai envoyé dans votre. Je l'avais envoyé. oui, dans le groupe. Mhm. C'est très, très bizarre cette histoire. Ok. Là, vous voyez? Ouais. Voilà. Alors, on a Alors, un pH à 7,32, une PCO2 à 63 mm de mercure, une PO2 à 65 mm de mercure, de bicarbonate à 32 mmol par litre. alors, il s'agit d'une acidose respiratoire compensée avec hypoxémie. D'accord. Pourquoi tu parles d'acidose? Pourquoi tu parles de pourquoi tu penses qu'elle est respiratoire et de surcroît compensée? Bon, je dirais compensée ou en cours de compensation. Pourquoi? Parce que déjà acidose, parce que le pH est là à 7,35, 7,32, je veux dire. Ok. Euh, respiratoire, parce que on a une élévation de la PCO2 et Mhm. je dirais qu'elle est compensée ou en cours de compensation parce qu'en réponse, on a aussi une élévation des BICA D'accord. à 32 et enfin, il y a une hypoxémie parce que la PO2 est à 65. D'accord. Tu es d'accord avec Ismaël? Oui, je suis d'accord, oui. Ok. Moi, je ne pense pas que je vais ajouter autre chose. En gros, c'est ça. Quels éléments vous auriez envie de BPCO plutôt qu'autre chose? Ismaël, qu'est-ce que tu veux? Bon, là, déjà, il a une hypoxémie. Et le fait, il a une hypercapnie. Il n'arrive pas à évacuer le CO2. Ok. Voilà, je pense que c'est ça. Merci. Non, c'est une option, Ouais. mais ce n'est pas seulement son gaz du sang qui te permet de te le dire. C'est éventuellement aussi ses antécédents, c'est-à-dire son hygiène de vie, sa consommation de cigarettes, sa toux chronique, tu vois. Ah, pardon, je me suis résumé juste à la gazo, oui. Il faut voir Voilà, tout tu en vois. général. Parce que un des critères de gravité de l'asthme, c'est l'hypercapnie. Ouais. Mais la différence, c'est que elle ne sera pas compensée dans l'asthme, tu vois, parce que ce sera une acidose aiguë, tu vois. Ouais.
Et l'hypercapnie sera aiguë due au fait que l'asthmatique se retrouve vraiment en crise et obstrué, donc les bicards n'auront pas eu le temps de compenser. Par contre, s'ils ont eu le temps de compenser, c'est quelque chose qui s'est installé à bas bruit depuis longtemps. Ouais. Tu vois? Ça, c'est ce qui te fait dire que non, c'est quelqu'un qui a pour habitude d'avoir assez de gaz carbonique, un peu plus que d'habitude, un peu plus que la norme. Tu vois un peu? C'est ça qui te fait. Donc, tu mélanges à ça tous ses antécédents. Ouais. Et retenez bien le terme. On ne dit plus décompensation de BPCO. Ça n'existe pas. C'est une mauvaise, disons, c'est une mauvaise appellation parce que la BPCO n'est pas une maladie calme, n'est pas une maladie stable. Il n'y a pas de BPCO stable. Ouais. Contrairement à un asthme, comme on dit, asthme contrôlé. Vous voyez un peu? Donc, on parle toujours d'exacerbation du BPCO et pas de décompensation ou alors surinfection. Mais jamais ne parlez plus de décompensation. OK. Devant cette exacerbation de BPCO, comment compléter votre prise en charge? On avait juste mis de l'oxygène et des aérosols. C'est ça, non? Oui. Comment on complète? C'est Kevin maintenant. C'était Ismaël qui a d'abord répondu. Kevin? Bon, en fait, moi, j'avais mis justement ici les aérosols. J'avais mis aussi une thérapie à la question précédente et les D'accord. aérosols ici avec les bêta et les anticholinergiques. D'accord. OK. Ismaël, qu'est-ce que toi tu dis? Je mettrais de la VNI. Ah, pourquoi? Parce qu'il a une acidose et on pourra. Ça pourrait se régler, je pense, que par la VNI. Et S'il c'est n'est un pas si traitement. grave. C'est un S'il n'est pas traitement. si grave. Pourquoi pas simplement continuer les aérosols avec une corticothérapie précoce? Parce que chez les BPCO, il est prouvé que même s'il y a un doute sur l'infection, il n'y a pas de contre-indication à mettre des anticorticoïdes. Hein? Ça Oui. peut être. Ça, c'est déjà bien. La VNI, tu as tout à fait raison de dire acidose hypercapnique, indication première de VNI. Ça, c'est clair. Mais moi, j'étais en train de dire de voir crescendo. Si le patient ne présente pas de signe de gravité qu'il tolère, aérosol, corticothérapie, avec oxygénation selon les objectifs, et on détermine, on surveille. Sinon, amélioration, VNI, c'est possible aussi. La VNI, c'est même ce qui serait indiqué en cas d'acidose hypercapnique. Quand tu mets le patient sous VNI, ça permet de régler rapidement la crise. Et maintenant, la VNI, sous quel réglage? Parfois, ils demandent ça. Je ne sais pas si ils le font. Mais parfois, on demande sous quel réglage. Qu'est-ce que tu privilégies sur la VNI? Qu'est-ce que tu majores? Qu'est-ce que tu diminues? Euh, Parce que quand tu mets la VNI, tu dois la régler. L'infirmière te dit, on met quel réglage? Tu es devant elle. Qu'est-ce que tu fais? on diminue la PEP, je pense. On n'a pas besoin de beaucoup de PEP. On commence avec une faible PEP. La PEP, c'est la pression positive, la pression respiratoire positive. Elle est beaucoup plus importante lorsqu'on est peut-être dans un tableau d'OAP. Et même l'indication maintenant de la VNI commence de plus en plus à être discutée dans l'OAP. Pourtant, ça fonctionne très bien. Et si tu privilégies donc quoi? Si tu diminues la PEP, qu'est-ce que tu majores? Ah, je me rappelle pas, je sais pas. Tu majores l'aide inspiratoire. Oui. Il a besoin de plus d'aide. Tu dois régler ta FiO2, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que tu lui adresses.
vu que le patient ici n'aura pas forcément besoin d'une grande quantité d'oxygène. Vous considérez que si tu mets une FiO2 à 21, ça considère que tu es en air ambiant. 21, c'est le pourcentage d'oxygène dans l'air ambiant. Ouais. Donc, si tu mets FiO2 à 21, c'est le plus bas degré de FiO2 sur ton respirateur. Ça veut dire que tu es en air ambiant. Tu vois un peu. Donc, tu vas régler la FiO2 en fonction des objectifs fixés, en fonction de la saturation qu'on veut. Majorer l'aide à peut-être 8, machin, tout, diminuer la PEP, ainsi de suite, tu vois. Là, ça veut dire que tu sais ce que tu fais quand tu fais le truc. Et parfois, tu diminues la fréquence respiratoire dessus. Tu mets peut-être 12 à 15 cycles pour que ça impose le patient à respirer selon un rythme. Tu vois. Ouais. Voilà. Il y a des respirateurs qui sont, on va dire, qui ont le trigger, c'est-à-dire que c'est le patient qui déclenche l'appareil. Quand il inspire, c'est lui qui déclenche et tout ça. Il y a d'autres où tu peux imposer un trigger, tu vois. Ou alors d'autres qui n'en ont pas. Ça pareil. Chez certains, il faut régler le volume courant. Oui, parce que c'est ça que je demandais qu'elle fasse avec toi. Désolé, hein, je reprends. Ouais, c'est pas grave. Ah, donc, l'idée aussi, c'est ça. C'est qu'il y a le volume courant que tu dois régler. Mais c'est surtout important chez les enfants pour éviter d'être agressif, éviter les accidents de respirateurs, comme créer des pneumothorax, tu vois. C'est ça qu'on gère doucement la PEP et régler le volume courant. Le Ouais. volume courant, selon vous, doit être c'est quoi? Selon le calcul du volume courant. Comment est-ce qu'on calcule le volume courant chez un patient? Je me rappelle pas ce que c'était suivant la taille ou le poids. Je pense que c'est le poids et je pense que c'est fois 6, c'est 6 litres, non? Par kilogramme. C'est le poids, oui. Ok. Je vous pose des questions bizarres, mais moi, je ne me retiens plus. Hein. Et il faudrait prendre en compte aussi la taille, non? Quelqu'un qui est très très longiligne, on a tendance à diminuer peut-être. On dit souvent, c'est qui tenait dans le poumon à chaque inspiration. Mesurant, il est calculé par quoi? Je vous donne. Ouais, c'est que quand on veut régler sur le. C'est 6 à 8 millilitres par kilo, c'est ça. Nous, on prend souvent 6 pour les respirateurs. C'est pour ça que j'ai 6 dans ma tête. Mais c'est 6 à 8 millilitres par kilo. Ok. Okay. C'est pas vraiment selon la taille. Si on va, bon, là, je prends le temps de vous expliquer ceci, hein, mais après, on va causer plus simplement sur le reste. Alors, vous avez vu que la prise en charge, ici, quand on dit pour compléter la prise en charge, un BPCO, tu dois savoir c'est quoi dont a besoin le BPCO. Le BPCO a besoin d'améliorer son volume inspiré parce qu'il ne prend pas de grand volume. On va vous dire que le diagnostic est basé sur la mesure du VEMS ou quoi. Mais ça, c'est pour les pneumologues. En vrai, on n'est pas dans ça. L'idée, c'est de lui permettre d'apporter assez d'oxygène, donc de rouvrir ses voies qui sont inflammées parce que c'est une maladie inflammatoire. Les gens ont tendance à oublier ça. Donc, c'est inflammatoire obstructif. Donc, on ouvre ses voies, on libère et puis ça lui permet. Donc, il faut penser à ça. Donc, l'idée des aérosols, c'est une bonne chose. La corticothérapie pour réduire l'inflammation. Et dans les cas, comme on dit, les acidoses hypercapniques ou alors vraiment les cas graves, l'intolérance avec signe de lutte et tout, il faut faire ça à la VNI. Maintenant, quels sont les facteurs qui font décompenser une BPCO? Kevin. Les facteurs qui font décompenser une BPCO, on a les infections, par exemple Oui. les pneumonies, un pneumothorax. Est-ce que ça va aggraver une BPCO? Ça peut être Parce qu'on te dit, oui. on dit qu'est-ce que si le BPCO
si un patient qui est connu BPCO, Ouais. dès qu'il va choper ça, sa maladie va s'aggraver. Ou dès que ce terrain va s'installer. Bon, il a Ouais. déjà. Oui, c'est vrai, ça va réduire Oui, ça de peut arriver. sa capacité. Ça En fait, aggrave tout, même chez quelqu'un qui n'a pas la BPCO. Toi aussi. ok. Bon, On parle spécifiquement des BPCO, à ton avis. Oui, tu m'as dit tout à l'heure les infections. OK? l'OAP. Oui, ça ne fait pas bon ménage. Ouais. Très souvent, on appelle ça des dyspnées d'origine mixte. Il y a des patients chez qui tu arrives, non seulement il est BPCO, mais il te présente aussi des signes de surcharge. Donc, les dyspnées d'origine mixte, très souvent, on les voit en pré-hospitalier. Là, eux, c'est d'emblée la VNI, il n'y a même pas à réfléchir. Ok. Les embolies pulmonaires Exactement. et les traumatismes thoraciques. S'il y a, Ça va, le traumatisme thoracique, ça va dans le même sens que le pneumothorax. ouais. Il y a certains diraient les infarctus du myocarde aussi. Ok. Pourquoi? En fait, tout ce qui concourt, Euh, tout ce qui va entraîner une diminution d'apport en oxygène et tout ça là, tout ce qui va causer de façon directe ou indirecte un défaut de captation d'oxygène peut aggraver le BPCO parce que lui, il a déjà ce problème de manque d'oxygène. Donc, tout ce qui peut concourir au fait qu'il ne capte pas bien, ça ne va pas l'aider. D'accord? Après, les mécanismes précis, je vous promets, nous tous, on lit dessus. D'accord? Mais c'est des trucs qui ne font pas bon ménage et pour lesquels il faut agir assez rapidement parce que infarctus, c'est comme ça peut entraîner l'arrêt cardio-respiratoire. L'arrêt cardio-respiratoire chez les patients qui ont déjà une réduction de leur capacité pulmonaire, c'est encore plus compliqué parce que même quand tu les ventiles, il faut être certain de pouvoir récupérer tout ce que tu peux. Il faut être capable de profiter de leur peu d'alvéoles qui reste, quoi. C'est ça qui fait que ça peut facilement se dégrader chez eux. Parce qu'ils n'ont pas une bonne réserve. Parce que c'est les éléments qui sont très importants lorsque tu fais une réanimation chez un patient. On te dit il a un arrêt. La première question qu'on pose, c'est combien de temps de no flow? C'est-à-dire combien de temps il n'a pas eu de ventilation. mm, Après, combien de temps il a eu de low low flow, flow. Ouais. minimum de ventilation. Donc, quelqu'un qui a déjà un poumon qui n'a pas une bonne capacité, c'est pas bon présage, tu vois. Bon, c'est ainsi que je vais vous parler. On va entrer un peu dans le gros des urgences respiratoires, d'accord? Est-ce que là, vous voyez toujours mon écran ou pas? Non, Non. je me disais bien. Alors, je vais vous partager tout mon écran, hein. Donc, je vais partager écran entier, comme ça, ce sera plus simple. OK? Et puis, alors, on va entrer dans ça. Parce qu'en fait, mon Windows, là, c'est les nouveaux Windows. C'est compliqué un peu. Je ne suis pas très informatique, donc ça me menace un peu. Donc, en gros, notre objectif ce soir, c'est de développer de façon générale les urgences respiratoires et de savoir comment réagir. Qu'est-ce qui est important à savoir? Qu'est-ce qui est important de faire le plus rapidement pour faciliter le rétablissement du patient et prévenir les complications possibles. Vous voyez? Et s'il y a déjà des complications, comment réagir pour éviter que ça ne devienne plus grave? Hein? Tac, 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 tac. Comment? Je vais te soigner par un docteur comme ça. Alors, en gros,
Vous voyez, j'ai pris les gens respiratoires. Les gens respiratoires sont représentés par la dyspnée. La dyspnée, comme on le sait tous, c'est comme la douleur. C'est un des motifs, je pense, après la douleur, parce que la douleur de toutes sortes, hein, que ce soit une douleur post-traumatique ou une douleur simplement thoracique. Après la douleur, je pense que la dyspnée, c'est peut-être le deuxième motif. Je n'ai pas vraiment eu les études, mais ça fait partie des 5 motifs les plus fréquents. Par jour, on va au moins voir 5 personnes qui vont dire j'ai du mal à respirer. Ou c'est très subjectif. Donc, ça peut être juste une impression, comme ça peut être réel. Le patient n'a pas besoin de te le dire, tu le vois. Donc, il dit, c'est une sensation subjective. Et ça se traduit généralement comme un inconfort respiratoire. Surtout pour un truc qui, habituellement, tu le fais classiquement sans effort, mais là, c'est plus pénible. Donc, c'est cet inconfort-là qu'il faut régler. C'est difficile à évaluer parce que ça varie d'une personne à l'autre. Comme il dit, ça peut être une simple sensation sans qu'on ne puisse l'objectiver. Là, c'est difficile à gérer. Comme ça peut être tellement bien marqué que ça finit par te faire paniquer. Ça peut avoir plusieurs causes. De simples crises d'anxiété, d'angoisse donnent des sensations de dyspnée. Comme on parlait de BPCO ou d'OAP, qui donnent aussi des dyspnées. Donc, et les deux peuvent être liés. Tu peux avoir le stress et avoir ta BPCO. Ouais. Donc, ça peut être là, je dis que c'est très souvent multifactoriel. Et il faut savoir déterminer la prise en charge la mieux adaptée dans cette situation. Je ne sais pas si je passe à diaporama, vous allez mieux voir. Là, c'est bon, vous voyez bien? Ça c'est resté toujours en... Oui, je vois, moi. D'accord. Parce que je vérifie sur mon téléphone hein, si vous me suivez toujours. Alors, les causes. Elles peuvent être pulmonaires, c'est-à-dire liées même à l'organe de la respiration. Ça peut être une désinfection, ça peut être des troubles ventilatoires, obstructifs comme on a vu tout à l'heure, réversibles ou non. L'asthme qui est réversible, la BPCO qui est malheureusement pas réversible. Ça peut être d'origine cardiaque. On a pris le plus connu, c'est l'OAP. Ça peut être vasculaire, on a parlé d'embolie pulmonaire. Je n'ai pas quitté la réunion. Pourquoi ça dit que j'ai quitté la réunion? Ça peut être d'origine environnementale, comme je disais, les inhalations de gaz ou de corps. Tu peux boire de l'eau de travers, tu peux avaler de la viande, un morceau de viande de travers et tout ça. Donc, ça se retrouve au niveau de tes voies respiratoires qui est en train de dyspnées parfois. Des arrêts respiratoires. Ça peut être l'évolution d'une maladie autre, comme une sclérose en plaques, comme un Guillain-Barré. Ça peut venir de l'anxiété. Donc, vous voyez, à tout ça, ça peut être des causes d'anxiété, ça peut être des causes de dyspnée. Là, vous voyez encore mon écran ou pas? Non, 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 l'écran n'est plus partagé. C'est pour ça que je me disais bien que quand j'ai mis ça, j'ai mis le truc en diapo. C'est pour ça. OK. C'est pour ça. C'est parce que comme j'ai mis en diaporama, ça a enlevé le truc. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais vous partager ça autrement. C'est bon. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. OK. Donc, bon, les facteurs environnementaux, il y a aussi, vous voyez, les jolies femmes, ça peut donner des dyspnées. Après, il faut être capable de définir c'est quoi un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Tout à l'heure, lorsque j'ai demandé ce que vous rechercheriez comme signe chez le patient pour voir s'il est grave, vous m'avez dit un syndrome de détresse respiratoire aiguë, des signes de détresse. Ici, j'ai essayé de prendre des éléments, parce que j'ai essayé de prendre une définition, je n'ai pas vraiment vu de définition propre. Mais d'après tout ce que j'ai recueilli, j'ai pu trouver cela, j'ai pu sortir ça. Ce n'est pas vraiment la définition peut-être de l'HAS ou de l'OMS, mais
Ça peut être défini ici comme un ensemble d'éléments causant un défaut de captation, voire de distribution ou de distribution de l'oxygène, entraînant une insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire ici, c'est, comme je dis, c'est toute chose qui empêche les poumons de remplir leur fonction primaire, c'est-à-dire de capter et de distribuer l'oxygène. C'est ça l'insuffisance respiratoire. Et ça peut être grave, comme ça peut ne pas l'être. Et les signes de gravité, j'ai essayé d'énumérer certains ici. Tout à l'heure, on les a donnés. Donc, on parle de la fréquence respiratoire, parce que c'est un mécanisme de compensation. Vu qu'on manque d'oxygène, l'organisme accélère un peu pour majorer la quantité d'oxygène qu'on absorbe. Du coup, ça peut donner ça. Une augmentation de la fréquence, c'est une désaturation en oxygène. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas assez d'oxygène, dont la périphérie n'est pas assez pourvue. Voilà pourquoi la captation périphérique est bien diminuée. La froideur et la cyanose des extrémités, ça en est la traduction. Les marbrures aussi. Les sueurs profuses et tout sont des signes d'hypercapnie. L'impossibilité des phrases complexes, c'est les signes cliniques qui font penser au fait que les poumons n'arrivent pas à se gonfler, se dégonfler, disons les termes comme ça, comme il faut. Parce que parler, c'est expirer. C'est rejeter de l'air après avoir inspiré. Donc, si on n'arrive pas à parler, ça veut dire qu'on n'arrive pas à bien inspirer et à bien expirer. D'accord? Et les phases extrêmes, c'est les troubles de la conscience. Le principe de la prise en charge, en général, c'est savoir reconnaître un syndrome de respiratoire aigu, savoir reconnaître les signes de gravité, déterminer la cause la plus probable en fonction de la présentation clinique des antécédents du patient et tout ça. Il faut savoir rassurer le patient parce que le fait de ne pas pouvoir respirer stresse énormément. Ça stresse énormément, donc il faut être capable de rassurer le patient en lui disant que vous savez ce que vous faites, vous allez lui trouver une solution. Le simple fait qu'un patient soit rassuré, parce qu'on a vu dans les crises d'angoisse, les patients hyperventilent. On dit non, il est en détresse, il n'est pas bien, il tire, on le met en des chocs, on fait tout. On fait les gaz du sang, on se rend compte qu'il a 180 de PO2 alors qu'il en est ambiant. On ne l'a pas mis d'oxygène. Parce qu'il fait... Et il a une hypocapnie plutôt. Tellement il prend de l'oxygène, il n'a même pas le temps de laisser l'oxygène arriver, que ça parte tourner, faire le gaz carbonique pour sortir. Il y a plus d'oxygène, il n'a pas de gaz carbonique. Le traitement très souvent est simple, on lui donne un sac qui respire dedans. Et progressivement, parce qu'il va se retrouver en train de respirer son gaz carbonique, donc du coup, apporter moins d'oxygène et il va se retrouver en train de réduire sa fréquence respiratoire. Et puis ça va l'améliorer tranquillement. D'accord? Il y a l'oxygénation qu'il faut adapter en fonction du terrain. Il faut traiter la cause. Quand on trouve la cause la plus probable, il faut la traiter, si c'est possible. Et parfois, ça nécessite une certaine surveillance pour être certain qu'on ait traversé le cap. J'ai pris les cas les plus grossiers. L'asthme et la BPCO. L'asthme, en fait, j'ai essayé de résumer ça là comme ça. Mais si je veux vous détailler la chose, c'est que dans l'asthme, il faut être capable d'abord de reconnaître quels sont les critères de gravité de l'asthme. Est-ce que quelqu'un peut me donner quels sont les critères de gravité de l'asthme? Qui est chaud? Allô? Ismaël? Vous m'entendez?
Oui, moi je vous suis. Quels sont les critères de gravité de l'asthme, Kevin? Parce que peut-être Ismaël est un peu loin du téléphone. Euh, Critère de gravité de l'asthme, moi je dirais les signes déjà du trait respiratoire aigu, comme on a dit en haut. Euh, C'est pas précis. Il faut être précis. C'est-à-dire une difficulté à parler. Euh, la cyanose des extrémités. euh, la confusion ou les pertes de connaissance. Ou de la conscience, oui. Mais après, il faut faire attention au terrain du patient. C'est-à-dire quoi? Si le patient dit qu'il a déjà fait des séjours en hospitalisation, en réanimation, en réanimation pour des crises d'asthme sévères, il faut faire attention. S'il a déjà eu recours à une ventilation mécanique, c'est-à-dire on a déjà dû lui mettre un respirateur artificiel, c'est pas rassurant. S'il a pris récemment des corticoïdes C'est oraux, inquiétant. donc si c'est très récent, c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'il récidive rapidement. Si sa consommation de bêta-2-mimétique s'est majorée, tu vois, si ça s'est accru et si ça continue de se majorer, tu vois, ça, c'est pas de bon signe. Le nombre de crises, par exemple, qu'il fait habituellement par semaine, par mois, par an. Si tu te rends compte que c'est en train de s'augmenter, ça, c'est des critères de gravité. En dehors de tout ce que tu as cité, la fréquence respire, les troubles de la conscience, difficulté à parler, tout ça, il y a maintenant les signes de choc et les signes en faveur d'une infection. Tu vois? Ouais. Tout ça, ça fait partie des critères de gravité. Et c'est un accord fort de grade 1 plus dans la Société française de médecine d'urgence. C'est là que je suis allé rassembler tout ça. J'aurais pu vous partager cet écran. Attends, je vais voir si je peux vous partager. Est-ce qu'Ismaël est encore là? Pardon, j'ai un problème de micro, moi aussi, là. C'est pas... Bonjour, ça, je crois que tu m'as rejoint. OK. Ouais. Je suis allé regarder un peu dans la Société française de médecine d'urgence pour sortir ces éléments. Tu vois? Ouais. Ça, c'est quand, tu vois, ils ont étudié ils ont fait beaucoup de littérature et tout, et ils ont ressorti ces éléments. Ouais. Et ça, c'est des savants, c'est des experts qui sont assis pour faire. Et ça, c'est un grade 1, c'est-à-dire que ça a été vérifié. Contrairement à parfois, quand ils vont vous mettre recommandations d'experts, ou ça veut dire qu'ils se sont assis et ils pensent, mais sans forcément une étude prête ou faite. D'accord? Ça, c'est chez l'adulte, les critères qu'on a donnés. Maintenant, en pédiatrie, il faut rechercher d'autres signes, c'est-à-dire la polysensibilisation allergique, l'asthme insuffisamment traité ou mal contrôlé. Chez un enfant qui, tu vois, on n'a pas encore réussi à trouver un bon médicament pour contrôler son asthme. Les antécédents d'hospitalisation, l'exposition au tabagisme passif et une hypoxémie. Une hypoxémie, c'est très dangereux. D'accord? C'est pour ça que vous avez vu, quand j'ai fait le tableau de. Pneumothorax aussi, non? Je sais pas. Pardon? Pneumothorax aussi, il est... Non? Le Pneumothorax aussi? pneumothorax? Non? Non, ça c'est autre chose, non? Non, 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 ça c'était sur autre chose. Ça c'est chez DEP, non, mais Mutation, peut-être. D'accord? Je vous montre un peu mes recherches, ouais, pour dire que j'essaie d'être d'être un peu vrai avec vous. OK? Donc, cette façon, il dit Ah. il faut toujours, d'abord, vous avez vu, j'ai mis les signes de gravité, c'est une des premières choses qu'il faut chercher chez le patient qui vient pour crise d'asthme. Il faut, euh, je vais essayer de trouver un autre truc à partager.
C'est à l'interrogatoire alors. Pardon? C'est à l'interrogatoire les signes. Oui, c'est à l'interrogatoire. Ou même, parfois le patient ne peut pas parler. Donc, tu l'observes. Et s'il y a de la famille à côté, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de famille, c'est d'abord l'examen physique. L'examen physique va avoir un patient qui est polypléique, qui n'arrive pas à parler. Quand tu vois qu'il n'arrive pas à parler, tu lui dis, répondez par oui ou non avec le geste. Soit le geste oui, OK, ou le geste du truc en bas. Tu vois? Ça lui permet de dire, est-ce que vous avez des états en réanimation? Tout, il va te faire ça. Tu vois, là? Parce qu'il n'arrive pas à former des phrases. Ça, c'est déjà des signes qui dégravent. Tu vois un peu? Le tout, c'est d'être capable de ressortir les éléments là et de dire, celui-ci peut vite passer, celui-là, non, je peux temporiser, je fais tranquillement. Je dois prévenir rapidement la réa, voilà, ainsi de suite. Ouais. Parce que c'est des choses comme ça qui permettent. C'est ça que vous avez vu, j'ai mis des croix comme ça, plus, pour dire que il faut chercher les signes de gravité absolument avant de commencer la prise en charge. Parce que les gens sont souvent systématiques. Ils vont se dire, bon, le patient, on l'appelle à l'accueil des urgences. Oui, il y a un patient qui vient, elle n'arrive pas à respirer, dit qu'elle est asthmatique. Je dis, oh oui, mets-lui des aérosols, je vais la voir après. Attention, si l'infirmière vient t'appeler déjà pour dire, le patient se plaint de ceci, là, il vient, viens jeter un coup d'œil. Va jeter un coup d'œil. Quitte à ce qu'en arrivant, tu dis que bon, ça va, il est rassurant. Fais comme ça, je le réévalue après. D'accord? C'est des choses qui permettent de. Examen complémentaire. Bon, on a dit le gaz du sang, l'imagerie, une radio et tout ça. Oui, c'est faisable. Chez l'enfant, ce n'est pas forcément systématique. Ce n'est pas obligatoire. Ça ne va pas montrer sa plus-value. D'accord? Les bêta-2 mimétiques, il faut les faire à l'inhalation, d'emblée et le plus rapidement possible. En IV, chez l'enfant, ça se discute encore même. Ce n'est pas trop utilisé. Chez le grand enfant et chez l'adulte, dans un certain sens, oui. Mais c'est seulement si ceux inhalés n'ont pas donné de résultats probants. D'accord? Et durant la première heure, très souvent, on demande de faire, c'est dans l'asthme comme dans la BPC, ouais, de faire une inhalation en continu. Donc, répéter autant que possible les aérosols. Parce que ce n'est pas facile de faire en continu aux urgences. Que il a l'inhalation, ça va s'arrêter, le temps de se rendre compte que c'est terminé, de changer tout. Il y a parfois 5, 10 minutes ou 15. Mais de le faire de façon répétitive le plus possible pendant la première heure. D'accord? Avec l'association d'anticholinergie, très souvent, c'est l'hypatropium le plus utilisé, l'atrovan. Dans l'hypatropium, à partir de 6 ans, on peut donner 0,5 mg. Mais avant 6 ans, c'est 0,25. La corticothérapie, le plus précocement possible. C'est pour ça que j'ai mis 3 croix. Le plus rapidement possible, le plus précocement possible. Ça aide à récupérer, rétablir rapidement. Le sulfate de magnésium n'est pas systématique chez les adultes. Par contre, chez les enfants, oui. À la dose, je pense, c'est 20 mg par kilo. Dans les crises d'asthme, assez sévère. Les antibiotiques, comme je dis, ça dépendra du tableau clinique. Après, il y a la ventilation. Quand même la ventilation, avec les différents types de ventilation, on en reparlera tout à l'heure. L'oxygénation simple, l'oxygénation à haut débit nasal, la ventilation non invasive ou alors l'intubation. À peu près ça. Pour la BPCO, vous voyez, j'ai pris les mêmes choses. Je n'ai pas mis enfant adulte parce que trouver un enfant qui a une BPCO, ce serait quand même chaud. Mais c'est un peu difficile, mais bon. Là, c'est un peu ça. C'est pratiquement le même principe de prise en charge en urgence. La seule différence, c'est que il faut faire attention à l'oxygénation. Parce que les BPCO n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'oxygène. Mais les aérosols et tout, parce que c'est le même principe. Les deux maladies ont le même principe, juste que la BPCO n'est plus réversible. OK. J'ai cité des cas particuliers. Quand je dis citer des cas particuliers, c'est j'ai pris l'OAP pour déterminer si la détresse respiratoire que présente le patient peut être d'origine cardiaque, surtout un OAP de croissance. On va regarder les antécédents, on va voir la présentation clinique,
c'est que complété par la biologie et l'imagerie, qui vont nous aider à poser le diagnostic. Ensuite, faire une oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, les diurétiques, parfois les dérivés nitrés, quand le patient est poussé, sans c'est sur une poussée hypertensive et tout ça. Donc, ça nous permet de déterminer, l'examen clinique nous permet de déterminer très vite si c'est d'une cause cardiaque, si ça peut être infectieux, d'accord? Et aussi les inhalations. Le tout, c'est le mécanisme de survenue, ainsi que les antécédents et tout ça. D'accord? Est-ce que jusque-là, on est ensemble? On se comprend? Oui, tout à fait. Ah, pardon. OK. L'oxygénation. J'ai pris ici le temps de vous donner les différents modes d'oxygénation. Je parle d'oxygénation simple, à lunettes, en masque à moyenne concentration ou masque à haute concentration, en fonction des besoins d'oxygène du patient et des objectifs qu'on se fixe. Parce que je vois souvent des gens qui mettent les patients en déchoc, mettez-le sous oxygène. Il ne va pas régler le scope. On met un patient qui est BPCO. Je vois le scope de base. Les scopes de base sont réglés à minima d'oxygène de saturation à 95, maximum 100. Or, quand tu as bien BPCO, tu dois aller changer ces réglages. Et quand ils mettent le patient sous oxygène, et puis tout le temps, ça fait ping, ping. L'infirmière dit que, oh, il sature pourtant bien, ça ne fait que sonner. Il est à 95, il est 98%. Tu n'as pas réglé. Personne ne sait qu'on est en train de tuer le patient. Parfois, ça ne va même pas sonner vu que le patient, vous l'avez mis sous oxygène. Quand il était à 90, ça a sonné. Vous avez mis l'infirmière, vu que tu n'as pas réglé, tu ne lui as pas précisé. Elle a majoré l'oxygène. Il a atteint 98. Elle était contente. Elle allait s'asseoir. Le patient a l'oxygène qu'on a pendant 3 heures, 4 heures. On est en train de majorer son hypercapnie. On est en train de l'enfoncer. Après, elle vient t'appeler. Elle dit que le patient ne répond plus quand je lui parle. Il faut toujours, quand tu admets un patient en déchoc, fixer les paramètres de surveillance sur le scope. La fréquence cardiaque, je veux telle chose. Au-delà de tel, c'est inquiétant. En dessous de tel, c'est inquiétant. La saturation, je veux entre telle chose. Au-dessus, ce n'est pas bon. En dessous, ce n'est pas bon. Ainsi de suite. En fonction du tableau, il faut toujours régler son scope. C'est ça qui montre qu'on sait. Donc, même dans vos documents, quand vous répondez aux questions, vous dites monitorage, vous dites installation en salle de déchocage, monitorage et tout. Quand tu dis monitorer, tu surveilles quoi? Surveillance de la fréquence cardiaque qui doit être comprise entre ça et ça. La saturation plus ça en oxygène qui doit être comprise entre ça et ça. Mis sous oxygène avec pour objectif. Vous voyez un peu. Comme ça, on sait que tu sais ce que tu cherches. Tu sais pourquoi tu fais des choses. Parce qu'il y a des gens qui sont systématiques, mais ils récitent. Réciter, c'est une chose. Savoir ce que tu fais te permet de ne pas oublier. Or, si tu récites sans connaître ce que tu fais, dès que tu as oublié un mot, une phrase, tu es perdu. L'oxygénation à haut débit nasal. Bon, on l'appelle, moi, chez nous, on l'appelle souvent l'optiflow. Les trucs peuvent permettre de mettre plus de 20 litres, parfois jusqu'à 60 litres par minute d'oxygène. Mais c'est uniquement dans les hypoxies sévères, sans hypercapnie. Il faut préciser. C'est tout. Par exemple, on avait les patients Covid là, qui avaient des saturations. Tu fais les gaz du sang, il a une saturation à 40%. C'est chez eux qu'on mettait l'optiflow. L'avantage, c'est que l'air est humidifié. Donc, franchement, c'est trop bien. C'est moins agressif que. C'est mieux toléré même que les oxygénations à masque à haute concentration. L'air est chaud, humidifié, c'est bien toléré par les patients. Ça apporte un grand volume d'oxygène et ça permet aux patients de récupérer progressivement. La ventilation non invasive, Ismaël en a parlé tout à l'heure, c'est un truc qui est très intéressant. Ça fonctionne même chez les patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil. Ils sont souvent sous VNI à domicile. Leur petit VNI, c'est souvent à pression positive continue. Si je ne me trompe pas, ils appellent ça les PPC. Je ne sais plus si c'est vraiment ça.
Mais ça permet, parce que le gros souci de syndrome apnée du sommeil aussi, c'est ça, c'est la captation en oxygène. Parfois, c'est très souvent dû à l'obésité, mais pas que. Donc, du coup, ça permet d'apporter les volumes d'air nécessaires à la bonne marche, au bon fonctionnement du patient. Donc, c'est très, très important. Mais comme il dit, il faut savoir régler sa VNI en fonction de l'objectif que l'on s'est fixé, en fonction de ce que l'on attend. Tu ne peux pas régler la VNI de la même façon pour un OAP que pour une BPC ou une exacerbation BPC ou une acidose hypercapnique. Non, ce n'est pas la même chose. Et la ventilation invasive, bien sûr, c'est après intubation. Là, bon, c'est déjà autre chose. Donc, voilà les différents. Là, c'est pour les réanimateurs. Mais après, quand vous allez faire le pré-hospitalier dans l'intervention SMUR et autres, vous devez savoir comment régler à ce niveau-là. D'accord? Donc, toujours partir sur le volume courant, la pression positive, c'est-à-dire la PEP, l'aide inspiratoire, le trigger très souvent, la FiO2 et tout ça. C'est les principaux réglages que l'on a. Et le reste s'adapte. Moi, j'essaie de faire succès. D'accord? Donc, en conclusion, c'est ça. Si je mets comme ça. Ah, ça se voit mieux comme ça, non? Les urgences respiratoires sont un des motifs les plus courants d'admission aux urgences. Elles constituent toujours un vrai problème de prise en charge car les présentations cliniques varient énormément. Et les modalités de prise en charge ne font pas toujours l'objet d'un consensus. L'idée, c'est d'identifier toujours un patient présentant un SDRA et rechercher les signes cliniques et biologiques de gravité. Initier le plus tôt possible les thérapeutiques, ça c'est la clé. Le plus tôt possible. Plus vite on agit, mieux le patient se porte et moins on a de chances d'arriver dans des états où le patient est très grave. Ne pas hésiter à employer des moyens d'oxygénation les mieux adaptés en fonction de la présentation clinique du patient. Le but, c'est d'être réactif. D'accord? En gros, c'est ça. Je ne me suis pas beaucoup appesanti sur les EP ou sur l'OAP parce que je sais qu'éventuellement, dans les urgences cardiovasculaires, éventuellement, on va vous en parler. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé là-bas. Mais sachez que ça donne aussi des détresses respiratoires. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres préoccupations là? Non, moi non. Ça va. D'autres questions, Kevin? Non, ça va. D'accord. Donc, on peut se dire que c'était pas si mal. Ça aurait été déjà bien que vous soyez là. Donc, on va parler d'autre chose la prochaine fois. Je sais pas. Ce sera peut-être la traumato le vendredi. Donc, retenez que tout le monde connaît. D'accord? Nous sommes là pour vous aider. Nous avons nos failles aussi. Nous sommes des médecins comme vous. On a tous le même niveau. On a eu la chance de passer les EVC et on vous soutient dans cette optique. L'idée, c'est de savoir toujours ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites, donc vous n'allez pas oublier. Le but n'est pas d'avoir 5 livres ou tous les livres à la maison si on ne comprend pas ce qui est écrit dedans. Lisez beaucoup et appliquez ce que vous avez lu. Ça va permettre que ça reste. Et quand ça reste, ça devient des réflexes. Privilégiez beaucoup la pratique. Quand je dis la pratique, c'est-à-dire aussi bien pendant le boulot à l'hôpital que les exercices à la maison, faites et refaites même les épreuves que vous avez déjà faites.
Comme ça, vous allez pouvoir recomprendre certaines choses, améliorer votre rédaction aussi bien dans la qualité de la rédaction que dans la rapidité de rédaction. Comme ça va vous permettre d'être plus simple, d'être plus succinct, mais optimal dans les réponses. D'accord? Donc, on va se dire à bientôt. On nous revoit bientôt pour la prochaine séance. Entre-temps, vous relisez et si vous avez des préoccupations ou interrogations, vous pourrez poser dans le forum et on va lire dès que j'en peux vous répondre. Ok. Ok. D'accord. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir.